Je suis comme je suis faite comme ça. Que voulez-vous de plus, que voulez-vous de moi? Ce petit quatrain m'a jamais lâché. Toute ma vie m'a jamais lâché. Donc, il faut m'aimer comme je suis. D'ombre et de lumière, quand les personnalités de la télé tombent le masque. Depuis une quinzaine d'années, Corinne Touzet s'offre une cure de jouvence sur les scènes de France en enchaînant les pièces de théâtre. Avant la reprise du Duplex le 16 mai au Théâtre de Paris, succès de la saison qu'elle joue aux côtés d'Annie Dupéret, Francis Perrin et Pascal Légitimus, elle s'est posée un temps dans son salon pour un tête-à-tête sans tabou. La femme d'honneur, sa fille, son physique, ses combats, ses passions et ses douleurs, rien n'a échappé à cet entretien 100% cash, 100% Corinne. Eh bien, bonjour Corinne Touzet. Bonjour mademoiselle. Je suis ravie de cette rencontre. On va pas se mentir, on se connaît depuis quelques années. Oui. Et aujourd'hui, tu nous reçois pour une nouvelle aventure théâtrale qui s'appelle Le Duplex, que vous aviez déjà joué avec Annie Dupéret, Francis Perrin, Pascal Légitimus. On a démarré le 22 février. Voilà, la Sainte-Isabelle, donc c'était une très belle... Je savais pas. Et là, vous reprenez donc au Théâtre de Paris le 17 mai. Alors, pour ceux qui seraient passés à côté de ce spectacle, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire ? Alors déjà, que les 4 personnes qui sont sur scène, vous les adorez. Donc mes potes, c'est Francis Perrin, Pascal Légitimus, Annie Dupéret et ma pomme. Donc déjà, c'est pas mal. Ensuite, on a une vraie comédie de boulevard avec les portes qui claquent et on a 5 ans d'âge mental. Même Francis Perrin, qui a des fous rires assez récurrents. Francis, d'ailleurs, je voudrais que tu te calmes. Et c'est surtout le succès de la rentrée. Donc c'est... Vraiment, je sais pas comment on dit en français. Courez-y, j'allais dire à l'avance parce qu'en fait, on vend entre 800 et 1000 places par jour. Donc, le Théâtre de Paris, c'est un grand théâtre. Voilà. Alors, il y a 1100 places, donc ça va, mais voilà, c'est vraiment incroyable. C'était un raz-de-marée. C'était une énorme surprise et beaucoup de joie. Beaucoup de joie. Est-ce que tu peux nous évoquer comme on dit atrocement, le pitch, le propos de cette pièce? Le pitch, il est atroce parce que moi et Pascal, donc mon mari, nous sommes vraiment les Thénardier de l'histoire et on habite au 5e et on veut récupérer l'appartement des voisins pour faire un duplex. Et on va, surtout mon mari, donc Pascal Légitimus, qui est vraiment une horreur de bonhomme, mais que j'aime, donc je lui pardonne beaucoup, est prête à tout. Voilà, prête à tout. Et je fais à peu près tout ce qu'il me demande de faire. Mais il y a beaucoup de surprises auxquelles on ne s'attend pas et il va y avoir des revirements de situation vraiment super. Et en fait, Didier Caron est quelqu'un qui a beaucoup étudié les couples dans sa carrière d'auteur. C'est notre auteur et notre metteur en scène. Et ce qui nous fait rire, parce qu'après, évidemment, les gens nous attendent, on fait des photos. D'ailleurs, le producteur et le directeur du Théâtre de Paris a installé dans le hall une énorme photo géante de nous 4 avec le canapé de la pièce et les gens peuvent, les spectateurs, prendre des photos avec notre canapé et notre bouillinette, voilà, sur leur appareil photo. Et du coup, les gens nous parlent et nous disent à chaque fois, mais c'est terrible parce que ça me rappelle et à chaque fois on nous raconte des histoires de voisinage parce que finalement ça ne parle que de ça, des rapports entre les voisins dans des appartements, les immeubles, le bruit, le machin. Donc on va faire énormément de bruit pour qu'ils s'en aillent et on va tout faire pour les séparer. D'accord, voilà. Ça met l'eau à la bouche. Puis en plus c'est assez universel comme thème parce que qui n'a pas eu de soucis avec ses voisins? Je crois que ça parle. Qui on se le demande. On se le demande. Juste, je pensais, est-ce que tu connaissais j'imagine auparavant tes partenaires? Est-ce que c'est une découverte? Alors bien sûr, puisqu'on a tous entre 35, moi 38 ans de carrière et je crois Francis un jour m'a impressionné en me disant 61, wow. Voilà, temps de carrière.
carrière, oui, on s'est tous croisés, on s'est tous déjà rencontrés. Avec Annie, on a participé en tant que marraine à cette magnifique association Les Funambules, où je chante et elle aussi chaque année, pour lutter contre les violences faites aux femmes, entre autres. Donc on s'est croisés, on n'a jamais tourné ensemble. Et c'est drôle parce que, c'est drôle. J'aimerais bien que quelqu'un entende mon appel parce que on s'entend à merveille. Et à chaque fois, depuis 25 ans que je la croise, je dis que je pourrais tout à fait être sa sœur, sa fille, sa nièce. On est aussi grandes l'une que l'autre, on a des grands yeux verts, on se ressemble, il y a quelque chose et on a la même énergie. Donc ça, c'est pour Annie. Francis, je l'ai vu jouer toute ma vie, en fait, puisque voilà, il a démarré avant moi. Il a été directeur du magnifique théâtre de Versailles pendant 20 ans. Donc c'est quelqu'un dont je connais bien la carrière. Et alors, ce qui est très touchant, c'est que on s'est retrouvés, tous un peu tard, et après avoir fait un long parcours à la télévision. Et avec Francis et Annie, on se raconte pas mal nos petites histoires, nos vies. On a souvent travaillé avec les mêmes metteurs en scène. Et il y a des très jolis moments. On vient souvent de bonne heure avant le début de la pièce. Et quand quelqu'un part sur une anecdote d'un tournage ou d'un spectacle, mais bien sûr. Alors on est reparti en arrière sur Claude Santelli, sur tous ces gens qu'on a passionnément aimés, dont on a vu tous les films. Et du coup, voilà, moi je repars sur mes 20 ans, mes 17 ans, et Francis me dit t'as travaillé avec lui, etc. Donc c'est vraiment, il y a quelque chose qui nous unit très fort. Et Pascal, on le découvre. Enfin moi, en tout cas, je le découvre parce que Pascal, avec Les Inconnus, ça a pris quand même pratiquement, 30 ans de sa vie. Et Les Inconnus, c'est une carrière à part. Donc, c'est une troupe qui a fait vraiment un itinéraire particulier incroyable, qui a rempli des salles de fous comme l'Olympia et tout ça. Et donc, c'est un autre parcours. Voilà. Mais vous êtes unis, en fait. Alors, sur scène, c'est un truc de fou. En tout cas, quand on voit ton regard, les gens qui nous écoutent ne le voient pas, mais alors je leur précise, ton regard qui brille quand t'évoques ça, on sent qu'il y a un vrai. Il faudrait que j'arrête d'avoir des fous rires parce que Francis Perrin fait tout pour me faire rire, donc je suis très sur rieuse. Scène, il te fait tout. D'accord. Il paraît qu'il fait ça assez récurremment. J'adore inventer des mots. Récurremment, c'est récurremment, voilà, c'est ça. Alors, puisqu'on parle de théâtre, évidemment, ça va être aussi pas mal abordé dans cet entretien, puisque depuis une quinzaine d'années, ma chère Corinne, tu t'es lancée avec gourmandise dans cette nouvelle aventure, en enchaînant à peu près une dizaine de pièces, un peu plus d'une dizaine de pièces. Pour ceux qui ne t'auraient pas encore entendu t'exprimer là-dessus, à quoi ça correspond ce changement de cap ? En fait, à quoi ça correspond ? Alors, je réponds souvent la même chose. En fait, c'est pas un changement de cap, c'est un retour à la base. Parce que je viens de là, parce que j'ai appris mon métier sur scène. J'ai démarré à 17 ans, peut-être même à 16 ans et demi, à Aix-en-Provence. J'ai fait du théâtre de rue, ce que peu de gens savent. J'ai fait du cirque pendant 3 ans. J'étais clown, j'étais Auguste. Et c'était ça mon souhait, c'était ça que j'avais envie de faire. Pour moi, je cherchais pas plus loin, en fait. Et donc, j'ai envie de dire un peu la poussière, les planches, les caravanes. Et d'ailleurs, au passage, parce que je peux pas m'en empêcher, dès que je dis cirque et caravane, je pense à Alexis Grus, qui vient de nous quitter, qui était quelqu'un que j'adorais et dont le chapiteau est tout près de chez moi et que j'allais voir tous les ans. Je ferme la parenthèse. Et mais c'est il a un bel hommage, c'est un homme compté important pour moi. Oui. Et du coup, je viens de là. Et après, j'ai fait du théâtre amateur, mais vraiment gamine, sans trop savoir ce qui allait se passer. Donc, j'ai participé à des spectacles à Aix-en-Provence, comme Les Femmes Savantes, Le Médecin malgré lui, Opéra de Katsu, ça. Et j'apprenais. Puis la télé est arrivée très tôt. Elle a bousculé ma vie. J'avais quel âge quand elle est arrivée ? J'avais 22 ans. Ah oui. Et donc, c'est Paris. Je crois que c'est un peu beaucoup dû à la séparation de mes parents, le fait que il faille peut-être que je m'en aille pour essayer de trouver une voie, un équilibre, une famille. Je sais pas. J'étais en attente. Je cherchais, je pense un petit peu à savoir qui j'étais aussi, peut-être plus. Et c'est un accident, la télévision, un véritable accident. J'ai participé à un casting à la SFP, rue des Alouettes, au but de Chaumont, dans le 19e, je tombe sur Marion Sarraud, qui est la plus grande réalisatrice de télévision de l'époque. Et au bout de 4 mois d'essai et d'audition, je suis engagée sur une série pour France Télévisions, dont j'ai le rôle principal. Je n'avais jamais vu une caméra de ma vie.
Donc, je vais pas raconter ça parce que ça, je suis en train d'écrire mes mémoires, donc ça sera peut-être un jour je vais arriver à finir. Bon voilà. Mais pour en revenir à la scène, donc en fait, la télé qui m'a rendue tellement heureuse pendant toutes ces années. Donc un film en a amené un autre et un autre et un autre. Puis les voyages à l'étranger, j'ai tourné en Angleterre, en Allemagne, en Russie, au Canada, Et ça, j'allais tout le temps au théâtre, voir les copains, et puis ça commençait à me travailler. Ça, j'avais un peu les abeilles, tu sais comme on dit, les abeilles. Ça. Et puis, à un moment donné, j'ai commencé à dire aux producteurs qui m'engageaient, j'aimerais bien faire un petit break, j'aimerais bien. Et puis, c'était pas possible. C'était pas possible. Donc, ça a redémarré comme ça. J'ai arrêté en 2008. C'est ça. Et donc, j'ai monté ma boîte de prod, d'entrepreneur de spectacle. Pardon, j'avais ma boîte de prod audiovisuelle que j'avais créée en 2000. Et entrepreneur de spectacle, c'est 2008. C'est quoi, pardon, la différence entre les deux? Alors, je suis devenue producteur audiovisuel. J'ai produit 7 téléfilms, tout en continuant à tourner La Femme d'honneur. Voilà. Et entrepreneur de spectacle, ça n'a rien à voir. C'est vraiment une licence qui t'autorise à, alors bien sûr, acheter les droits d'une œuvre, ça je pouvais le faire, mais j'étais pas autorisée à louer un théâtre, à engager des acteurs pour une pièce de théâtre. Donc il fallait que j'achète une licence d'entrepreneur de spectacle, ce que j'ai fait en 2008 pour obtenir l'accord d'Ettore Scola, l'auteur et le metteur en scène d'une journée particulière. Donc j'ai démarré comme ça, on l'a créé, je pense en 2012 ou 11 peut-être, je sais plus trop. Et donc je l'ai créé au Théâtre du Chêne Noir, au Festival d'Avignon, et ça a été un raz-de-marée complet tous les jours pendant 3 semaines, et puis reprise à Paris au Montparnasse, et puis donc j'ai redémarré comme ça. Et sinon on est là jusqu'à demain, toutes te les faire, mais pour aller, j'ai un esprit concis. Donc, ensuite, je suis allée chercher systématiquement depuis ce projet qui a bouleversé ma vie. Ouais, c'est ça. Vraiment. Et qui a aussi complètement changé le regard que le public qui m'adore depuis toutes ces années avait sur moi, montrer qui je suis vraiment, aller vers des personnages que je n'ai encore jamais interprétés, et je suis allée vers la comédie en ayant le trouillomètre à zéro, et je vais parler de celle-là, puis après je m'arrêterai parce que je vois que tu as d'autres questions à me poser, mais celle-là elle est importante parce que c'était un tournant. C'est-à-dire quand je me suis retrouvée au Théâtre des Variétés avec Jean-Luc Reichmann, dans une pièce exceptionnelle qui s'appelait, mon Dieu, je ne sais plus. Oh, c'est une pièce très connue où il se déguise en femme. Personne n'est parfait. Là, le boulevard classique. Et là, franchement, au début, j'emmenais pas large. J'étais le doigt sur la couture du pantalon. Il fallait que je lâche. Mais pourquoi t'avais peur? Parce que tu disais que t'avais fait des formations de clown. J'allais dire, mais ça n'a rien à voir. Quand même. Alors, ce que j'ai appris et que maintenant je pense que je fais très très bien, d'après Francis Perrin, c'est que de Funès en a parlé très souvent dans ses interviews. C'est que la comédie, c'est une mécanique. Ouais. C'est que de la mécanique. C'est des rouages. Clac, 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 clac. Si on dit pas le mot au bon endroit, ça rit pas. C'est des trucs. C'est de l'horlogerie, quoi. C'est de l'horlogerie. Et j'adore ça, quoi. C'est vraiment, oui, c'est de la mécanique. Alors, au début, comme on sait pas, on fait pas forcément rire comme on voudrait. On dit pourquoi il rit pas. Et on cherche, et puis tous les soirs, on recommence. Et puis, jusqu'à temps on sait exactement le moment où les gens vont rire et pourquoi. Tout à l'heure, tu l'évoquais, et c'était aussi une de mes questions, comme quoi on est connecté, qu'effectivement, le regard du public a changé sur toi. Du coup, ça m'inspire 2 questions. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, il te connaît mieux en allant te voir sur scène? Est-ce que toi, tu les connais aussi mieux? Est-ce que votre relation a pris en densité avec C'est une question, je pourrais te faire un bouquin, parce que en fait, il y a des gens qui viennent me voir, je peux te dire leur prénom, je les connais par cœur, et ils viennent me voir depuis 25 ans. Donc les Evelyne, les Laurence, les Patricia, j'ai
un énorme potentiel féminin dans la salle, 3/4, mais c'était le cas de la femme d'honneur. Figure-toi que, enfin, tu dois le savoir, toi qui es journaliste, lorsque TF1, et ils le font toujours, fait des sondages, mais ça, il y a un autre mot, c'est pas grave, sondage. Bon, des tests. Non, oui, mais c'est pas grave. Enfin, les gens comprendront. Donc ils font faire des enquêtes, des études. Voilà, sur qui regarde la télé, à quelle heure, et quel âge, et quel métier, quelle profession. Lorsque, par exemple, on va prendre la femme d'honneur, pour prendre la plus connue, 88% de femmes, j'étais la seule de tous les héros de l'époque. Donc, il y avait Roger, il y avait Commissaire Moulin, et les gens pensaient qu'il y aurait 94% d'hommes. Bien sûr. Voilà. Ben non, pas du tout. Et ça continue au théâtre. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je joue dans une salle avec des partenaires ou que je suis en tournée, c'est très intéressant. Il y a 75% de femmes dans la salle. Comment tu l'expliques ça, Corinne ? Alors, moi, j'ai une bonne explication à moi. Elle est basique. Elle est au premier degré complet. Après, je m'en fous ce que les gens penseront de ce que je vais dire. Je ne leur fais pas peur aux femmes. Je suis leur copine, je suis leur amie. Premièrement, elles se sentent représentées quelque part par le fait que je sois quelqu'un de normal. Je suis normale. Je n'ai pas changé d'un iota. Je continue à faire mes courses quand même avec mon petit caddie, mon petit vélo. Je dis pas ça par déontologie, parce que c'est chic, c'est bobo, tout ça. Alors, il y a bien quelqu'un qui est pas bobo, c'est moi. Alors, bon, moi, pour ceux qui me connaissent pas, puisque c'est un podcast, vous l'écouterez peut-être à 4h du matin dans votre lit parce que vous êtes des insomnies. Je plante mes arbres depuis 40 ans, j'ai les pieds dans la terre, je suis dans un tout petit village du sud-ouest. J'allais chercher le lait à la ferme, donc ça, c'est la base. Et ça aussi, c'est pas bobo, croyez-moi, parce que vraiment, c'est une grande fierté. Grande fierté, et c'est toute ma vie dont je suis en train de vous parler là en l'espace de 2 secondes et demie, et donc je finirai ma vie dans un petit village quelque part avec des chiens, des chevaux, des chats, peut-être un âne. J'ai rêve d'avoir un âne, j'ai plein d'amis qui ont des ânes. Bon voilà, donc il fallait que je revienne à ces fondamentaux pour que vous compreniez ce qui va suivre. Et là, je parle aux auditeurs et pas à toi. Elle est marrante, juste. On dirait qu'elle est devant une scène et qu'elle s'adresse au public. Non, bon, alors vas-y. Ah oui, je pourrais faire ça aussi. Et du coup, par rapport à ta question sur le public, c'est comme si en fait, c'est une relation. C'est comme si je voyais des copains, des copines à la sortie. Là où tu as raison, et ça c'est très important, c'est qu'au départ, quand ils sont venus, donc quand j'ai démarré en 2008, c'est-à-dire quand je suis revenue sur scène en 2008, ils venaient voir La Femme d'honneur, ils venaient voir la comédienne des Valentines que j'ai produit, etc. Et là, il y avait un malaise. Parce que ils auraient voulu qu'il y ait une affaire policière, un truc à résoudre, voilà. Donc, ils me l'ont dit, ça. Ils m'ont dit, ah oui, mais on comprend pas parce qu'on a du mal à faire Et puis, ça y est. C'est-à-dire qu'ils sont tous venus voir des pièces pas faciles. L'année dernière, j'étais au Lucernaire avec Raphaëline Gouppeillot dans Juste une embellie. C'était pas facile. Mais qu'est-ce que tu leur répondais, justement? Parce que toi, t'étais légitime à vouloir aussi incarner d'autres personnes. Absolument. Donc, chacun a été légitime et dans sa question et dans sa réponse. Voilà. Alors, en fait, je m'en suis beaucoup servi, même sur les plateaux, de ça. C'est-à-dire que c'est très simple. Je dis primo. C'est galvaudé, hein, mais c'est pas grave. Je suis comme je suis faite comme ça. Que voulez-vous de plus? Que voulez-vous de moi? Ce petit quatrain m'a jamais lâché. Toute ma vie m'a jamais lâché. Donc, il faut m'aimer comme je suis. Et je suis pleine de contradictions. C'est-à-dire que les acteurs, très souvent, peuvent jouer des tas de notes. Moi, je dis toujours qu'un acteur, c'est un instrument de musique et que tout dépend du metteur en scène. Tout dépend du texte. Et si on n'a pas dans le texte qu'on est en train de dire ou le metteur en scène qu'il faut pour nous mettre en valeur et aller chercher les couleurs, ça risque d'être assez monolithique. Et c'est ce qui se passe des fois à la télévision. On nous demande d'être monolithique. C'est très compliqué d'avoir plusieurs couleurs à la télévision. Et c'est pour ça, et ça n'est pas un reproche, hein, parce que quand ça cartonne, et on est tellement heureux, si tu veux, d'avoir cette audience, c'est tellement extraordinaire. Quand tu penses aux 10 millions, 12 millions de gens qui nous regardaient à l'époque, c'est un truc de fou. Ça rend fou même d'ailleurs, ça peut rendre fou. Mais on peut pas avoir c'est pas comme l'accordéon, tu vois, ça se dit. L'éventail est un peu fermé. Et souvent donc, et c'est pour ça que j'ai monté ma boîte de prod, c'est parce que les chaînes n'avaient pas envie qu'on change les uns et les autres. Et c'est aussi pour ça, comme par hasard, qu'on fait tous du théâtre. Tous on fait du théâtre. C'est vrai. Tous. On en a besoin. Ça veut pas dire qu'on n'aime pas la télévision. Au contraire, on l'adore. Ce qui est dommage, c'est que
la télévision n'arrive pas à comprendre en fait, ou à accepter peut-être cette passion que nous avons pour le théâtre et qu'il nous faut un petit peu de temps parfois pour pour. D'autant que c'est vertueux, l'un peut alimenter l'autre. Mais complètement. Et dans le fait de vous nourrir d'aventures différentes et par rapport à des publics qui pourraient passer d'une salle. Alors en plus, moi je ne suis plus la même comédienne qu'il y a 15 ans. Bien sûr. Je n'ai pas la même voix. Alors je dis, ne le prenez pas au premier degré. Je me suis épaissie. Non, je n'ai pas grossi. Je fais le même poids depuis 40 ans. Je me suis épaissie dans le sens où j'ai eu peur plein de fois. J'ai été chercher des trucs que je connaissais pas. Je me suis ramassée aussi. Je me suis ramassée. J'ai produit des spectacles qui n'ont pas marché. Je m'en fous. C'est-à-dire que je vais là où j'ai besoin d'être. Et je peux me tromper. Je dis pas que j'ai raison. J'ai pas la science infuse. Mais à chaque fois, j'apprends. Et là, j'apprends encore, vous voyez, en ce moment. Il y a quelque chose qui me saute aux oreilles, Corinne, c'est que là, j'ai face à moi, comme à chaque fois, quelqu'un, justement, comme tu dis, qui a besoin d'aller là où elle veut. Or, on en a souvent parlé dans les années 80, être comédienne, 90, c'était pas facile, au contraire. Ah non, c'était pas possible. Voilà. C'était pas possible. Alors, comment tu faisais pour que cette énergie-là, elle se retourne pas contre toi, pour que ça soit pas que de la douleur, parce que bon, t'étais pas non plus au fond d'une mine de sel, faut pas, voilà. Mais comment t'as géré ce paradoxe? Je vais avoir du mal à te répondre parce qu'en fait, j'ai l'impression d'avoir avancé comme un petit soldat. Tu vois, j'ai avancé un pied devant l'autre. Il y a eu beaucoup d'embûches. Il y a eu beaucoup de portes. C'est quoi des embûches? Je fais pas, tu vois, avec tout ce qui se passe en ce moment, j'ai. Non, mais juste sans préciser les anecdotes. Mais quand tu parles d'embûches, c'est quel type de. Il y a eu on m'a mis beaucoup de bâtons dans les roues. J'étais pas forcément. Je répondais pas aux critères de l'époque. J'étais un peu trop années 60, moi. J'étais gaulée années 60. Ah, physiquement. Moi. Ouais. Donc, ça allait pas du tout. C'était passé de mode complet, tu vois. Et j'étais très méditerranéenne. Moi, je suis du Sud, hein. En plus, avec un papa métissé. Donc, je suis, les 42 millions de connards qu'on dit, il faudrait qu'elle arrête les UV, mais je suis tombée dedans quand j'étais petite. Donc, oui, la nuit, je me lâche. Oui, parce qu'il est 4 heures du matin, là. Vous êtes en train de m'écouter à 4 heures du matin. Voilà, c'est comme ça. Ah oui, je suis pas à la télé, donc j'en profite. Elle est libre, cette femme est libre, entendons-le. Bon, voilà, donc je suis un peu mate, hein, je suis mate, puis j'étais très brune, tu vois, avec les yeux verts. Bon, alors ça, c'était pas du tout, ils cherchaient souvent des blondes un peu pâles, un peu bon. Ouais. J'ai eu ça. Après, j'ai eu qu'est-ce que je pourrais dire, que j'étais trop grande aussi. J'ai souvent été trop grande parce que les acteurs masculins de mon époque ne l'étaient pas. Donc pour les couples, il fallait que la femme soit plus petite que l'homme. Voilà. Après, j'ai un caractère de cochon que dès qu'on me mettait la main au cul, j'en mettais une autre de l'autre côté. Donc c'est arrivé souvent ça? Plein de fois, des milliers de fois. Donc d'accord. Voilà, la liste serait longue et j'ai pas envie, ça sert à rien, ça, voilà. Mais c'était l'époque, hein, c'était comme ça. Et puis c'était marche ou crève. Alors marche ou crève, c'est plutôt vers ça, tu vois, que je te répondrais, c'est-à-dire que j'avais pas le choix, que j'étais partie de chez moi, que j'étais pas très riche, que je faisais plein de petits boulots, j'ai travaillé, j'étais serveuse dans des pizzerias, j'étais vendeuse de petits pains le matin à 5h du matin, j'ai sympathisé avec ce monsieur qui était boulanger, que j'ai trouvé un matin qui avait eu un début d'infarctus, que j'ai trouvé en arrivant à 5h30 couché par terre, tellement il travaillait. Ouais, j'ai des choses comme ça, tu vois, qui me reviennent. Et que tu as ouais, on était deux et voilà, évidemment, il va très bien. Bon. Mais voilà, c'est des choses, tu vois, qui m'ont marqué. Bon, et du coup, je prenais des cours de théâtre, puis après, il fallait payer son loyer, il fallait payer l'électricité, voilà, tu vois. Donc, alors j'ai fait des choses très jeunes que j'aimais pas, tu vois. C'est ce que moi, souvent, je reçois des lettres, qu'est-ce qu'il faut faire? Ouais. Et je réponds toujours la même chose. Je dis, les gars, arrêtez de réfléchir, il faut bosser. Le travail amène le travail. J'ai appris à ma fille, et c'est quelque chose qui fonctionne toujours, plus tu fais. Moins tu fais. Ça paraît très très con. Il y a des gens qui vont dire, ça veut rien dire. Si, ça veut dire. C'est un système, en fait. Quand tu travailles, tu rencontres des gens. Tu es sur un plateau, tu es dans un théâtre, tu vas serrer des pinces, tu vas dire bonjour, tu vas
entendre que tiens, il y a un casting qui se fait là-bas, tiens, il y a machin qui va monter telle pièce. Si tu attends que le téléphone sonne, il sonnera, bien sûr, un jour ou l'autre, mais personne t'attend, personne n'a besoin de toi. Et quand je pense que j'ai vu, en fait, je réfléchis en même temps que je te parle. J'ai vu mes parents travailler toute leur vie. Mes grands-parents travaillaient toute leur vie. Alors, ma mamie, elle a ouvert, c'est une très jolie histoire, je la raconte pour 2 secondes. Elle a ouvert le premier restaurant antillais de Paris après-guerre. Oh. Donc, rue de l'Étoile, dans le 8e, ça s'appelait l'Escale Antillaise. Donc, ma grand-mère était restauratrice et maman a été restauratrice, mais c'est le hasard parce que c'était donc sa belle-fille. Puis mes parents étaient divorcés, mais donc mes parents étaient commerçants toute leur vie. Mon papa avait des magasins de meubles. Et il était franchisé, c'était pas à lui, il était employé. Et moi, je suis née dans des magasins, je faisais mes devoirs sur les canapés, tout ça. J'ai plein de souvenirs rigolos. Et puis après, maman a eu un restaurant, donc quand ils se sont séparés, j'étais serveuse chez maman. Les gens à Aix-en-Provence me connaissent bien, donc c'était la mère et la fille, donc voilà, c'était très sympa. Et puis voilà. Donc il fallait vivre. Il fallait. Après, quand je suis partie, voilà, je suis arrivée à Paris. Paris, c'est une ville qui est très chère. Donc j'avais une petite chambre de bonne, à Ménilmontant. Bon, il faut des fois être raisonnable et j'avais pas forcément le choix. Et puis il faut bosser. Donc moi il faut absolument bosser. J'ai pris des cours de chant, j'ai pris des cours de claquettes, j'étais nulle. Il y a des trucs que je savais bien faire, d'autres pas du tout. Tu vois, on claque pas des doigts. Oui, il y a des gens qui ont eu cette chance-là, ça n'a pas été la mienne. Ils ont rien demandé, boum, mais c'est génial, tant mieux. Moi, j'aime bien tout ce qui m'est arrivé parce que je dis toujours que je suis construite de toutes mes galères et c'est chouette en fait. J'ai pas de regrets, j'ai pas de remords. J'ai l'impression que j'ai encore des super belles choses à faire parce que je trouve que maintenant la maturité me rend beaucoup plus heureuse que ma jeunesse. Le temps est un allié parce qu'on parle beaucoup évidemment de comédiennes qui moi je trouve toi tu trouves je trouve alors bien sûr que il y a moins de rôles hein, ça c'est je vais pas elles ont raison sauf au théâtre au théâtre alors là, on peut jouer jusqu'à la fin de sa vie. Regarde Suzanne Flon, cette merveille de merveille. Bon, il y en a plein d'autres comme ça. Jeanne Moreau a joué jusqu'à 88 ans. Mais en télé ou à l'écran c'est plus compliqué. À la télé les femmes elles prennent dans la figure hein, c'est dur. Les hommes ils ont le droit d'avoir des cheveux gris et des gros bidons. Mais au théâtre, oui, on a plein de rôles, il y en a plein. Mais moi, je pense, voilà, que comment te dire, j'ai le sentiment aujourd'hui. Je sais pas, c'est comme si, tu vois, quelquefois, je suis quelqu'un, moi, je parle beaucoup toute seule, comme beaucoup d'entre nous, je crois, aujourd'hui. Et je me parle comme ça en marchant, quelqu'un qui marche beaucoup, ou je fais du vélo. Et je me dis souvent, mais c'est chouette, quoi, quand même, cette indépendance que tu t'es octroyée. En fait, c'est ça le mot-clé. C'est ça le mot-clé. C'est la liberté et l'indépendance. C'est un peu les deux mots-clés. Alors, c'est pas facile, hein. Je vais pas non plus, je vais pas vous la faire, c'est tout rose, hein. Il y a des jours, j'ai pas le moral, où c'est dur. Financièrement, des fois, c'est compliqué parce que voilà, j'ai mes copecs que je mets dans mes spectacles et quand je fais des spectacles avec 4 acteurs, qu'on va à Avignon, entre louer les baraques et louer le théâtre et les logements et défrayés, voilà. Et puis c'est un investissement sur l'avenir, ça coûte une fortune, mais il y a une forme, oui, de liberté. C'est ça, il y a une forme de mais d'où elle vient, cette combativité? Parce que tu parlais de fort tempérament, c'est clair, t'en es un. La combativité, déjà, je me souviens quand on discutait que tu étais comédienne et que tu voulais être productrice. Pour certains, c'était pas forcément évident. Non. Et t'as pas lâché. Ça vient d'où? C'est une nécessité? T'as pas le choix? Je sais pas, je crois que... alors, pour ceux qui y croient, moi, j'y crois beaucoup aux signes. Hein. Bon, c'est patate, hein, mais il y a quand même des fois où il y a quand même eu des évidences dans mes rencontres de certains signes qui jalonnent ma vie. Et alors, c'est très Sagittaire, ça. Je suis Sagittaire, vraiment pure souche. Le Sagittaire, c'est le cheval. Il fonce tout droit. Alors, par contre, il fonce sans réfléchir. Il devrait réfléchir avant de parler aussi. Des fois, ça serait pas mal. Donc, oui, quand je parle de porte, il y a ça aussi. C'est que je me suis pris des murs, quoi. Chez le cheval, il part, boum, et il réfléchit après, puis il se dit, ah bah oui, j'aurais dû y penser plus tôt, en fait. Bon.
j'essaye de plaisanter avec ça. Mais il y a un côté comme ça, on y va, tu vois, je peux demain faire ma valise et puis tu me dis, on part dans la Cordillère des Andes, qui est un de mes rêves, tu vois. Je vais y aller, quoi. Hein, je vais y aller avec toi. On va trouver un moyen de partir, quoi. C'est une bonne idée, mais bon, on va étudier le projet. Oh, l'Argentine, tu vois, c'est mon rêve. Bon. Et j'ai envie, je crois que ça, c'est ma personnalité, mon tempérament, mon caractère. Je ne peux pas, je crois que c'est pas possible pour moi de dire on va faire ça et de ne pas le faire. Voilà. Ça n'est pas possible. Et par exemple, un truc qui me rend dingue dans notre métier, parce que peut-être que ça existe dans d'autres métiers, mais je les connais moins. Dans notre métier, il y a plein de gens qui disent je vais faire ça, ou qui disent je t'appelle tel jour, ou je serai là à 8h, alors ils t'appellent pas, ils seront pas là à 8h, ils seront là à 22h. C'est très corporatiste. Et ça me saoule parce que je suis pas du tout comme ça. Donc j'arrive toujours 45 minutes à l'avance au cas où je tombe en panne ou j'arrive pas à me garer. Je supporte pas les gens mais qui on sont en morfle un peu retard, quand on est confronté. Oui. Voilà. Tout le temps. J'ai souvent dit à ma fille quand elle était plus jeune, parce qu'à l'adolescence c'est compliqué, ils savent pas vers quel chemin prendre, etc. Et je disais toujours essaie. Toujours essaie. Et je lui ai appris un autre truc dont elle m'a dit qu'elle se servait énormément professionnellement. Maintenant elle est graphiste. J'ai dit je t'en supplie chérie, quand tu peux pas, tu dis non je ne peux pas ou non je ne pourrai pas le faire. Mais quand tu dis oui je vais le faire, oui je peux le faire, fais-le. Et dans ce cas-là, tu auras toujours de la part de ton relationnel ou de la part de tes patrons ou quel qu'il soit, une reconnaissance. Or, moi, toute ma vie, j'ai rencontré des gens, professionnellement, qui disaient oui, ok, et qui ne le faisaient pas. Je n'ai que très rarement rencontré des gens dans notre métier qui disent je ne pourrais pas. Par exemple, j'invente une histoire là maintenant que je n'ai pas vécue, j'envoie un projet à quelqu'un, j'attends 1 mois, 2 mois, j'ai pas de nouvelles, je relance, ah oui je vais le lire vendredi, tu vois, des trucs comme ça, je peux pas, ça rentre pas alors dans ma tête. Alors que tu peux entendre je pourrais pas le lire d'ici 2 mois. Par contre, alors tu peux demander à tous les gens avec qui je travaille, quand je reçois 3-4 pièces par semaine, je dis je pourrais pas lire avant le 15. Tu vois, et le 15 je lis. Alors il y a des gens qui doivent écouter ça en disant putain qu'est-ce qu'elle est chiante. Bah ouais, sûrement, sûrement. Il y a des gens que je connais qui ne supportent pas d'arriver à l'heure. Il y a des gens que je connais qui ne supportent pas de dire je vais faire ça comme ça tel jour, je partirai tel jour en vacances. Oui, je suis désolée, je suis comme ça. Je suis comme ça. Je pense à un truc aujourd'hui. Évidemment, la femme d'honneur, c'est une étape incontournable dans ta vie. Tu l'as souvent dit, c'est pour ça que je me permets de le répéter, qui t'a rendue très heureuse. Si aujourd'hui, tu pouvais lui dire quelque chose, qu'est-ce que tu lui dirais à cette... Au personnage ? Ouais. Oh mon Dieu, je sais pas du tout, hein, parce qu'il y avait beaucoup de moi hein, dans la femme d'honneur. Mais tu vois, par rapport à... Si tu te retournes, tu la vois elle, donc toi, tu te vois toi aujourd'hui, dans ce qu'elle a fait de toi aujourd'hui, dans le côté... Bon, la femme d'honneur, tu sais, franchement, Isabelle, elle fait partie de ma vie au quotidien. C'est-à-dire que hier, j'étais au théâtre. C'est très joli d'ailleurs. C'est très joli. J'étais dans une petite corbeille au théâtre Antoine, tout au fond de la salle, parce que c'est complet, archi complet. C'est le cercle des poètes disparus. Et quel spectacle, quels acteurs. Et il y avait plein de gens comme j'étais tout au fond, quand ils se retournaient, ils me voyaient, donc il y a des sourires, très généralement, c'est très chaleureux. Et il y a une dame qui se retournait beaucoup. Et je me dis, elle va avoir un torticolis. Et bien, elle était absolument adorable. Et j'étais en train de discuter avec mon copain et on est resté un certain temps dans cette petite baignoire. Tu sais, il y a des petites portes. Et du coup, quand on a ouvert la porte pour sortir, elle était là avec son mari. Et elle avait un grand sourire merveilleux et elle me dit bonjour Corinne, ou je répète mot pour mot, ça date d'hier soir, ou devrais-je dire plutôt bonjour Isabelle, qui est donc le prénom de mon personnage. Alors évidemment, c'est touchant, donc je dis bonjour madame. Et elle dit mais vous êtes toujours aussi jolie. Oh, j'ai dit qu'est-ce que c'est gentil. J'ai dit merci beaucoup. Et tu vois, c'était hier soir. Bon, et donc après, elle me dit mais Isabelle Florent a fait partie de ma vie. On a regardé. Les gens tous les jours que Dieu fait me disent j'ai vu tous les épisodes et je les regarde encore quand ils repassent. Et il y a un truc que j'aime
absolument raconter parce que ça me touche au plus haut point. C'est des adultes mariés avec des enfants qui ont 40 ans et qui déboulent à la sortie du spectacle. Je ne m'attends tellement pas, mais jamais je ne m'y attends. Ils me disent, je vous regarde depuis que je suis tout petit. Ah oui. Eh oui. Mais écoute, je te jure, ça me touche. Je m'en fous, tu vois. Oui, j'ai 60 ballets. Mais c'est incroyable. Ouais. Donc, cette femme d'honneur, c'est pour ça que je te raconte ça. Cette femme d'honneur, elle est incontournable dans ma vie et elle le sera toujours et elle est chouette. Et dans ton lien avec c'était les une gens. très belle série. On a fait du très bon travail. C'était la grande époque de la télévision française, c'était 95, tu vois. C'était les meilleurs moments, quoi, tu vois. Tout à l'heure, tu as évoqué quelque chose, ça m'a là aussi inspiré une question. Tu parlais que physiquement, tu correspondais pas aux standards, alors qu'effectivement, moi, ça m'est jamais passé par la tête qu'à un moment. Bien sûr, ouais. Est-ce que ta relation à ton corps a évolué avec les années et là aussi, est-ce que le temps est un allié? Oh, alors ça, tu touches un point sensible parce que je suis quelqu'un de très pudique. Ah, ouais, je l'ai toujours été. Et du coup, j'ai toujours été mal à l'aise avec mon corps. Et d'ailleurs, ça m'a porté quelquefois préjudice dans mon travail parce que j'avais du mal avec toutes les scènes d'amour ou les scènes dans les lits. Et il y a des femmes qui sont beaucoup plus à l'aise et je les envie pour ça. On est toute la famille, on est très pudique. J'ai été élevée par des gens pudiques et je le suis. Et du coup, ça me faisait violence, tu vois. D'accord. Donc peut-être qu'aujourd'hui, pour répondre à ta question sans y avoir du tout réfléchi avant, je suis plus en paix parce que j'ai vieilli et je suis plus en paix avec ce corps que je ne l'étais à 20-30 ans, mais aussi, et ça doit avoir un lien, parce qu'à 20-30 ans, j'étais putain de Gironde, comme j'adore. Vous chercherez dans le dictionnaire Gironde. J'adore Ronde, j'adore. Tu avais des formes. Oui, mais j'adore ce mot. J'adore utiliser des mots qu'on n'utilise plus, tu sais, parce que les gens disent qu'est-ce qu'elle dit. Et oui, j'étais Gironde, un peu trop. Hein. D'accord. Et du coup, oui, quand moi j'ai des petites assistantes avec qui je parle de ça, parce que quand tu as des formes comme ça, tu déclenches automatiquement une image. Qui est une sorte de truc qui te dépasse en fait et qui te met super mal à l'aise parce que toi t'aimerais bien raser les murs, tu vois, et mettre des jeans serrés et tout ça, puis tu peux pas, et puis donc tu vois, ça crée ce genre de mal-être qui est con parce que quand je vois des photos de moi, je dis qu'est-ce que j'étais jolie, quoi. Mais je m'en rendais pas compte. Pour moi, j'étais pas jolie. Je me trouvais pas jolie. Je me trouvais trop ronde. J'ai même voulu, à un moment donné, j'ai supplié mes parents, mais ça coûtait tellement cher de me faire opérer. Mais tu avais quel âge à l'époque, ce genre de... Oh, je devais avoir 14 ans, tu vois. Et pour te dire, et ça, c'est véridique. Et je pense que ça va parler à beaucoup de jeunes filles. Quand j'ai quitté ma maman très très tôt, j'ai commencé à bosser à 17 ans, à être autonome et indépendante à 17 ans. J'arrivais à Paris, on m'appelait madame. Moi, j'allais à la pharmacie, on me disait bonjour madame. Et c'est encombrant. Alors c'est chiant, tu vois. Je n'ai jamais pu interpréter de gamine, d'ado, tu vois, j'ai cette autorité. Maintenant, alors c'est pour ça on boucle la boucle de notre conversation. Mais c'est ça. Quand tu me disais on a tous 5 ans dans la pièce. Voilà. J'ai cette autorité naturelle, j'ai ce truc qui fait que si je dis un truc, je dis ferme ta gueule, tu vas la fermer normalement. Et c'est pas quelque chose que j'use, hein, c'est pas ça, mais c'est comme ça. On a chacun notre emploi. Exactement. Et du coup, maintenant, c'est très amusant à faire. Très, très amusant. D'avoir la maturité. Parce que je ne l'avais pas. Parce qu'on me donnait des rôles à responsabilité qui n'étaient pas du tout pour moi. J'ai tremblé des pieds à la tête. Je me souviens d'une série, je devais avoir 24 ans, un truc comme ça. Je me retrouve avec José Dayan à la mise en scène. Il devait y avoir Bernard Desrands de la Comédie Française. Tu vois, des grands noms comme ça, j'ai oublié les autres, et j'avais le rôle principal féminin, et je devais jouer une femme
sur d'elle, tu sais. Alors les tailleurs des années 50, tu sais, avec la taille comme ça, les petits boutons là sur le côté, les talons et tout. J'étais mal à l'aise, mais mal à l'aise. Et quand je vois, alors malheureusement je l'ai jamais vu cette série, mais j'ai vu passer des photos. Et en fait, moi, je vois un bébé, quoi. Je vois un bébé qu'on a déguisé en femme. Je suis déguisée en femme. Déguisée en, tu sais, les comédiennes des années 60. Je vois très bien. Les italiennes, quoi, tu vois. Et là, tu es revenue à l'enfance grâce à l'âge. Et là, j'arrête pas de déconner. Oh là là, j'ai dit des bêtises aussi, mais j'aime bien. Et puis je me lâche, et puis je suis comme je suis. Puis exactement. Tu m'aimes pas, c'est pas grave. Voilà. J'avais une question parce que c'est vrai qu'on t'a proposé Un si grand soleil à une époque? On m'a proposé Un si grand soleil. Attends, c'est laquelle? laquelle? C'est celle de France 2. Alors, oui, on m'a proposé, non, au tout début, alors qu'ils n'avaient pas encore tourné, on m'a proposé le rôle de la belle-mère. Je sais pas du tout qui l'a fait, mais parce qu'en fait, moi, j'adore Mélanie Maudran. Oui, c'est ça. Hein, oui, donc avec qui j'ai tourné une magnifique série produite par Laurence Bachmann qui s'appelait Sous le volcan ou un truc. Les yeux du volcan. Les yeux du volcan. Avec Maria Bacco. Et le producteur, oui, m'a fait venir, on a discuté. D'accord. Et en fait, tu vois, c'est drôle, ça prouve à quel point ça m'a traumatisée. J'ai eu peur, non pas du grand soleil ou de la qualité, parce que c'est très bien écrit, je les regarde, j'ai plein de copains dedans que j'adore et qui sont formidables. C'est une série que je trouve formidable. C'est très bien que je puisse en parler parce que n'importe quoi a été écrit sur ce refus. Donc, ça me saoule que les gens écrivent des choses sans me demander la réponse, quoi, tu vois. Et du coup, non, c'est juste que j'ai eu peur de retourner dans une récurrence alors que je venais d'en partir. Mais ça n'a aucun rapport avec la série. Aucun. Les choses sont dites. Non, oui, vraiment. Les choses sont dites. Vraiment. Et pour conclure cet entretien, si tu me permets une petite pirouette, parce que j'ai bossé quand même. Ah ouais? Est-ce que par hasard, Corinne Touzé, tu ne serais pas passée d'une femme d'honneur à une femme libérée ces dernières années? Tu n'es pas obligée de chanter. La chanson libérée. Ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, être une femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile. C'est vrai que c'est pas facile. Cette d'être conclusion? Une femme libérée, c'est pas facile. Mais c'est cool, hein. Vraiment, c'est cool. Et ça peut être la conclusion de cette conversation. Ouais, c'est sympa. Mais t'avais bossé avant. Avant de te rencontrer. Mais ça, c'est quand même le privilège de l'amitié aussi. C'est-à-dire que quand tu interviews des gens depuis 30 ans, obligatoirement, c'est ta force. Il y a des choses qui se passent. En tout cas, merci encore une fois pour ta sincérité, ta spontanéité et tes rires. C'est très précieux. Et on ira tous voir le duplex donc au Théâtre de Paris à partir du 16 mai. À 20h. À 20h. Au revoir Corinne, à très bientôt. Au revoir madame. C'était Isabelle d'Ombre, j'espère que cette rencontre vous a plu. Si vous en voulez plus, retrouvez tous nos entretiens sur téléloisirs.fr et sur votre plateforme de podcast préférée. À bientôt.